Le vaisseau Andromède fendait les ténèbres interstellaires, sa coque titanesque scintillant sous la lueur blafarde d'une étoile mourante. À son bord, l'équipage demeurait plongé dans un sommeil cryogénique, inconscient des astres qui défilaient, tandis que l'intelligence artificielle de navigation calculait méticuleusement leur trajectoire vers Crystalis, planète gelée aux confins du système Epsilon Eridani. Seule une silhouette solitaire parcourait les couloirs déserts du navire. Le commandant Cassandre Vaillant, responsable de l'expédition Horizon, observait par l'immense baie vitrée du pont principal l'astre bleuâtre qui grossissait progressivement. Sa main effleura distraitement les cristaux d'hélirium incrustés dans son cou, vestige d'une mission sur Lune qui avait transformé l'humanité à jamais. 10 années s'étaient écoulées depuis l'établissement du Conseil de symbiose avec les Luminants. L'hélirium était désormais considéré comme une ressource sacrée, exploitée uniquement selon des protocoles stricts de consentement mutuel entre espèces. Pourtant, malgré l'abondance énergétique apportée par cette découverte extraordinaire, l'insatiable curiosité humaine poussait toujours plus loin l'exploration cosmique. Les signaux détectés sur Crystalis avaient intrigué les chercheurs de la Grande Armée intergalactique. Des émissions énergétiques similaires à celles de l'hélirium, mais présentant des variations inexplicables. Une anomalie thermique subsistait au cœur même d'un monde dont la température de surface atteignait les -170 degrés Celsius. « Commandant », résonna la voix mélodieuse de l'IA du vaisseau, « nous entrerons en orbite dans 42 minutes. Protocole de réveil de l'équipage scientifique enclenché. » Cassandre acquiesça silencieusement. Son regard améthyste, autre modification due à sa symbiose partielle avec l'hélirium, scrutait les plaines glacées qui apparaissaient maintenant clairement. Quelque part, sous ces étendues cristallines immaculées, quelque chose attendait, une présence qu'elle ressentait comme une vibration subtile au creux de sa conscience modifiée. « Réveillez également l'escouade tactique Alpha », ordonna-t-elle, « j'ai un pressentiment concernant cette mission. » L'intelligence artificielle s'exécuta sans poser de questions. L'intuition du commandant Vaillant n'était jamais prise à la légère, pas depuis ses prophétiques avertissements concernant les abysses lunaires. Dans les entrailles du vaisseau, les capsules de stase commencèrent leur séquence de réchauffement. Parmi les scientifiques émergeant lentement de leur sommeil artificiel se trouvait le professeur Elouane Marchand, xéno-archéologue réputé pour ses théories controversées sur les civilisations préhumaines. À 53 ans, ses tempes grisonnantes contrastaient avec l'énergie juvénile qui l'animait dès qu'il évoquait ses recherches. Dans le compartiment militaire, le lieutenant-colonel Mathilde Njoki s'éveillait également. Vétéran aguerri des forces spéciales orbitales, son corps athlétique portait les cicatrices de nombreux combats. D'origine kenyane-française, elle dirigeait l'escouade Alpha avec une discipline inflexible et une loyauté absolue envers le commandant Vaillant. Alors que l'équipage reprenait conscience, aucun ne soupçonnait que Crystalis abritait bien plus qu'une anomalie thermique. Sous les kilomètres de glace éternelle dormait un secret susceptible de bouleverser à nouveau leur compréhension du cosmos, et peut-être même de remettre en question l'alliance fragile avec les Luminants. L'aube ne se levait jamais vraiment sur Crystalis. Seule une luminosité bleutée diffuse provenant des interactions entre le vent solaire et l'atmosphère raréfiée permettait de distinguer le jour de la nuit perpétuelle. Le module d'atterrissage Héraclès venait de se poser sur une plaine cristalline parfaitement plane, projetant des nuages de particules glacées qui retombèrent lentement dans la faible gravité. Température extérieure stable à -172 degrés Celsius, annonça le lieutenant Pascal Rousseau, technicien environnemental de l'expédition. Composition atmosphérique de principalement azote, traces de méthane et d'hélium, inadaptée à toute respiration sans équipement. Le commandant Vaillant observait l'horizon blanc immaculé à travers l'écoutille principal. Les combinaisons thermiques de dernière génération permettraient à l'équipe de survie dans cet environnement hostile pendant 72 heures consécutives avant recharge. Équipe scientifique, préparation finale, ordonna-t-elle, équipe tactique, formation défensive périmétrique. Premier objectif, installation du relais de communication et prélèvement préliminaire. Mathilde Njoki vérifia une dernière fois l'étanchéité de sa combinaison avant d'armer son fusil à impulsion XR7, spécialement modifié pour fonctionner dans des conditions de froid extrême. « Alpha prêt à sécuriser le périmètre, commandant », confirma-t-elle, son accent français chantant légèrement audible malgré la distorsion du communicateur. Le professeur Marchand piaffait d'impatience, manipulant déjà ses instruments d'analyse avec l'enthousiasme d'un enfant découvrant un nouveau jouet. Les premières mesures confirment l'anomalie thermique à environ 12 km au nord-est de notre position, annonça-t-il. Une source de chaleur constante sous plusieurs kilomètres de glace. Fascinant.
Cassandre acquiesça, puis activa le mécanisme d'ouverture du sas. Un souffle d'air glacial s'engouffra momentanément dans le compartiment avant que les régulateurs thermiques de Galette et de leur combinaison n'entrent en action. Avançons. Son pied foula la surface immaculée, laissant une empreinte parfaite dans ce qui ressemblait à de la neige mais n'était en réalité qu'un amalgame de cristaux de gaz solidifiés. Le craquement caractéristique sous ses pas résonnait étrangement dans l'atmosphère ténue. « Commandant !» murmura Mathilde en position avancée. « Vous devriez voir cela. » À une centaine de mètres devant eux, la plaine apparemment uniforme s'interrompait brusquement. Un précipice vertigineux s'ouvrait, révélant des parois stratifiées aux teintes de bleuté, variant selon leur profondeur. « Un canyon naturel ?» s'interrogea Pascal, consultant ses relevés topographiques. Les scanners orbitaux n'avaient rien détecté de tel. Le professeur Marchand s'approcha prudemment du bord, sécurisé par un câble qu'un membre de l'équipe tactique tenait fermement. « Ce n'est pas naturel », déclara-t-il, après un examen minutieux. « Observez la régularité parfaite des parois. Cette formation a été créée intentionnellement. » Cassandre rejoignit l'archéologue, sentant une vibration familière s'intensifier dans son corps, partiellement symbiotique, avec l'Elyrium. Les cristaux incrustés dans sa nuque pulsaient doucement, émettant une légère luminescence perceptible même à travers sa combinaison. « Quelque chose réagit », murmura-t-elle. Des murmures inquiets parcoururent l'équipe. La dernière fois que le commandant avait manifesté une telle réaction, sur Lune, la mission avait viré au cauchemar. « Installez le matériel d'exploration verticale », ordonna Cassandre, ignorant délibérément les regards anxieux. « Nous descendons. » La descente le long de la paroi cristalline prit près de 3 heures. À chaque palier, l'équipe scientifique prélevait des échantillons, tandis que les militaires sécurisaient l'espace. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans les entrailles gelées de Cristallis, un phénomène inattendu se manifestait. La température augmentait progressivement. « Nous sommes à moins 120 degrés Celsius », annonça Pascal, incrédule. Une augmentation de plus de 50 degrés en seulement 2 km de profondeur. C'est physiquement impossible selon nos modèles thermodynamiques standards. À 4 km, sous la surface, ils atteignirent enfin le fond du canyon artificiel. Un vaste plateau circulaire s'étendait, parfaitement poli, comme un miroir géant. Au centre, un dôme hémisphérique composé d'un matériau translucide inconnu captait les faibles rayons stellaires et les amplifiait, créant un halo lumineux qui pulsait à un rythme régulier. Une structure artificielle, souffla le professeur Marchand émerveillé. D'origine non humaine, manifestement antérieure à notre arrivée de plusieurs millénaires. Cassandre s'avança vers le dôme, comme appelé par une force irrésistible. Les cristaux d'Elyrium dans son corps brillaient désormais intensément, visibles pour tous, malgré l'épaisseur de sa combinaison. « Commandant, je déconseille formellement toute approche avant analyse complète », intervint Mathilde, fusil en joue. Mais Cassandre ne l'écoutait plus. Une présence effleurait sa conscience modifiée. Non pas hostile comme les créatures des abysses lunaires, mais curieuse, ancienne, attendant patiemment d'être reconnue. Lorsque sa main gantée toucha la surface du dôme, celui-ci s'illumina brusquement. Des motifs complexes apparurent, semblables à des circuits imprimés mais organiques dans leur fluidité. Puis, dans un souffle presque imperceptible, une ouverture se matérialisa. « Premier contact établi », murmura Cassandre dans son communicateur, sachant que l'Andromède en orbite enregistrait chaque seconde. « Nous pénétrons dans la structure. » L'intérieur du dôme révéla un spectacle stupéfiant. Une chambre circulaire aux murs couverts de symboles luminescents. Au centre, flottant dans une colonne d'énergie bleutée, tournoyait un cristal dodécaédrique de la taille d'un crâne humain. Contrairement à l'Elyrium bleu caractéristique, celui-ci arborait une teinte violacée profonde. « Incroyable !» balbutia le professeur Marchand en activant frénétiquement ses appareils d'enregistrement. Une technologie de lévitation quantique parfaitement préservée. Cassandre s'approcha lentement du cristal flottant. Les pulsations dans son corps s'intensifiaient, synchronisées avec celles émises par l'artefact. « C'est vivant !» déclara-t-elle, et conscient. Au moment où elle prononça ces mots, le cristal émit un flash aveuglant. Des filaments d'énergie violacée jaillirent, connectant chaque membre de l'expédition dans un réseau lumineux éphémère. Puis aussi brusquement qu'il était apparu, le phénomène cessa. Mais quelque chose avait changé. Dans l'esprit de chacun résonnait désormais une pensée qui n'était pas la leur, une invitation formulée sans mots, une direction à suivre. « Vous l'avez tous ressenti ?» demanda Cassandre, connaissant déjà la réponse. Mathilde hocha lentement la tête, visiblement perturbée. C'était comme la cartographie d'un lieu, une cité sous la glace, ou comment est-ce possible ? Télépathie induite par résonance cristalline, proposa le professeur Marchand, encore sous le choc. Similaire aux propriétés de l'Elyrium, mais considérablement plus avancée.
Cassandre consulta les relevés énergétiques sur son bracelet tactique. Le cristal avait émis une impulsion qui se propageait actuellement à travers la glace environnante. « Il active quelque chose qui le... » comprit-elle. Ce n'était pas une simple communication, mais une clé. Comme pour confirmer son intuition, un grondement sourd fit vibrer le sol sous leurs pieds. À une cinquantaine de mètres du dôme, la surface miroitante du plateau commença à se fissurer. Un mécanisme millénaire s'éveillait, ouvrant un passage vers les profondeurs. « Sécurisez l'accès », ordonna Cassandre à l'escouade Alpha. « Professeur, préparez votre équipe. Nous descendons plus profondément. » Le passage révéla un tunnel parfaitement cylindrique, aux parois lisses, ornées de motifs géométriques luminescents. Une spirale descendante s'enfonçait vers le cœur de la planète. La température continue d'augmenter, nota Pascal alors qu'il progressait. 70 degrés Celsius maintenant. Après une descente qui sembla interminable, le tunnel déboucha sur une caverne si vaste que leurs projecteurs ne parvenaient pas à en éclairer les limites. L'obscurité était partiellement dissipée par d'innombrables cristaux violacés incrustés dans les parois, émettant une lueur tamisée. Mais ce qui coupa le souffle de l'expédition se trouvait au centre de cet espace titanesque, une cité entière construite selon une architecture défiant l'entendement humain. Des tours spiralées s'élancèrent vers la voûte invisible reliée par des ponts cristallins en apesanteur. Des structures sphériques flottaient librement entre les édifices, pulsant doucement comme animées d'une respiration lente. « Une métropole extraterrestre intacte », murmura le professeur Marchand, sa voix tremblante d'émotion. « Le plus grand trésor archéologique jamais découvert. » Cassandre ressentait désormais une présence indéniable. Non pas une conscience unique, mais des milliers, comme endormis mais s'éveillant progressivement à leur contact. « Nous ne sommes pas seuls », annonça-t-elle calmement. « Et ils savent que nous sommes là. » Mathilde resserra instinctivement sa prise sur son arme. « Hostile ? Non !» répondit Cassandre après un moment de concentration. Curieux, patient, ils attendaient, depuis tellement longtemps, comme en réponse à ces paroles, une lumière s'alluma au centre de la cité. Une invitation silencieuse mais claire. « Avançons », décida Cassandre, « mais restez vigilants. » À mesure qu'ils approchaient des premières structures, des détails fascinants apparaissaient. La cité n'était pas construite sur la roche, mais semblait suspendue au-dessus d'un océan souterrain dont la surface parfaitement lisse reflétait les lumières cristallines. Un liquide à moins 70 degrés Celsius qui reste à l'état liquide, s'étonna Pascal. Impossible selon nos connaissances chimiques. À moins qu'il ne s'agisse pas d'eau, suggéra le professeur Marchand. Peut-être un composé organique inconnu ? Des ponts translucides se matérialisèrent devant eux, offrant un accès vers le cœur de la métropole alien. La structure semblait réagir à leur présence, s'adaptant pour faciliter leur progression. Au centre de la cité se dressait une tour majestueuse dont le sommet émettait le signal lumineux. Ses portes s'ouvrirent à leur approche, révélant un intérieur baigné d'une lumière violacée apaisante. « C'est maintenant que notre mission commence véritablement », déclara Cassandre en franchissant le seuil. « Nous allons découvrir qui a créé cet endroit et pourquoi il souhaite notre présence. » À l'intérieur, des surfaces réfléchissantes captaient et amplifiaient la lumière des cristaux, créant une atmosphère étrangement accueillante. Des symboles complexes ornaient les murs, similaires à ceux du dôme, mais infiniment plus nombreux. « Une forme d'écriture », observa le professeur Marchand en effleurant les inscriptions. « Peut-être pourrons-nous... » Sa phrase resta en suspens lorsque les symboles s'animèrent en dessous ses doigts, changeant de forme comme répondant à son contact. Simultanément, une sensation étrange envahit l'esprit de tous les membres de l'expédition. Non pas des mots, mais des impressions, des images, des concepts transmis directement à leur conscience. « Bienvenue, explorateurs stellaires. Nous sommes les cristallins, notre sommeil s'achève enfin. » L'esprit de Cassandre tourbillonnait sous l'afflux d'informations qui déferlaient en vagues télépathiques. Des images d'une civilisation ancienne se superposaient à sa vision. Êtres élancés à la peau translucide, parcourus de motifs luminescents, cités flottantes suspendues entre ciel et océan. Vaisseau cristallin traversant l'espace interstellaire. L'histoire d'une espèce qui avait atteint l'apogée technologique avant de choisir délibérément la voie de l'hibernation collective. Nous avons observé votre évolution depuis l'éveil de votre conscience. Vous avez découvert l'Elyrium, première clé cosmique. Maintenant, vous êtes prêts pour l'Aetherium. Le mot résonnait comme une promesse mystique dans leur esprit, tandis que la salle où ils se tenaient se transformait. Les murs semblaient se dissoudre, remplacés par une projection holographique galactique d'une précision stupéfiante. Des constellations familières apparurent, puis des routes interstellaires tracées en filaments lumineux. Une cartographie complète des voies de navigation spatiale, souffla Pascal émerveillé.
incluant des passages que nous ignorions totalement? Des tunnels subspatials, précisa le professeur Marchand, assimilant intuitivement les concepts transmis par la conscience collective. Il maîtrisait la technologie permettant de plier l'espace-temps. Mathilde, moins sensible à la transmission télépathique mais néanmoins impressionnée, maintenait une vigilance professionnelle. « Commandant, pourquoi nous montrent-ils tout cela? Quelle est leur motivation ?» La question planait effectivement. Cassandre, dont la symbiose partielle avec l'Ellyrium facilitait la communication avec les cristallins, perçut leur réponse avant même de la formuler consciemment. « Ils sont les gardiens », expliqua-t-elle lentement. « Une civilisation ayant transcendé l'évolution matérielle il y a des millions d'années. Ils se sont dispersés à travers la galaxie, établissant des avant-postes comme celui-ci sur d'innombrables mondes glacés. Les images se modifièrent, montrant d'autres planètes similaires à Crystalis, sanctuaires gelés, préservant le savoir accumulé pendant des éons. L'Aetherium est le second niveau d'une technologie cristalline dont l'Ellyrium n'était que le commencement, poursuivit Cassandre, traduisant les impressions qui affluaient. Ils ont placé l'Ellyrium sur Lune intentionnellement, comme un test pour notre espèce. Cette révélation provoqua un murmure stupéfait parmi l'équipe scientifique. Les implications étaient vertigineuses. Vous voulez dire que les luminants, commença Mathilde, sont également une création des cristallins, confirma Cassandre. Une espèce gardienne intermédiaire conçue pour évaluer notre capacité à coexister avec d'autres formes de conscience avant que nous ne soyons exposés à l'Aetherium. L'hologramme se concentra maintenant sur une représentation du système solaire humain. La Lune brillait d'une lueur bleutée, caractéristique de l'Ellyrium, tandis que d'autres corps célestes, Europa, Encelade, Titan, scintillaient d'une lumière violacée. L'Aetherium attend, votre symbiose avec l'Ellyrium était imparfaite mais prometteuse. L'évolution véritable nécessite une transformation complète. Cassandre ressentit soudain une appréhension profonde. Les intentions des cristallins, bien que non hostiles, n'étaient pas totalement altruistes. Ils cherchaient de quelque chose, des partenaires, des successeurs peut-être, mais à quel prix? Ils proposent une évolution guidée de notre espèce, traduisit-elle pour ses compagnons. Une symbiose avancée avec l'Aetherium qui transcenderait nos limitations biologiques actuelles. Le professeur Marchand, submergé d'excitation scientifique, s'avança. « C'est extraordinaire, une opportunité sans précédent d'accéder à un savoir millénaire. » Mathilde cependant demeurait pragmatique. « Commandant, je suggère la plus grande prudence. Nous ignorons les conséquences à long terme d'une telle transformation. » Cassandre acquiesça, partageant cette inquiétude légitime. Les réminiscences de la catastrophe d'Artémis restaient vivaces dans sa mémoire. Une technologie incomprise avait presque anéanti l'humanité avant de devenir son salut. Votre préoccupation est compréhensible, Cassandre Vaillant. L'évolution proposée est irréversible mais non obligatoire. Un choix conscient pour chaque individu. La salle se transforma à nouveau, révélant une chambre adjacente où 9 piédestaux cristallins formaient un cercle parfait. Sur chacun d'eux flottait un cristal d'Aetherium, plus petit que celui qu'ils avaient découvert dans le dôme, mais identique dans sa composition violacée. 9 émissaires pour transmettre notre savoir à votre civilisation, 9 symbiontes volontaires qui deviendront le pont entre nos espèces. Cassandre comprit immédiatement l'implication. Les cristallins proposaient une transformation symbiotique à 9 membres de l'équipe qui deviendraient les intermédiaires entre l'humanité et cette civilisation ancienne. « Commandant, intervint Pascal, les niveaux d'énergie dans cette chambre dépassent tous nos instruments de mesure. Quelle que soit la technologie impliquée, elle est infiniment supérieure à l'Ellyrium. » Mathilde s'avança, son expression traduisant une détermination sereine. « Je me porte volontaire. » Sa déclaration surprit l'Assemblée. La militaire aguerrie avait toujours manifesté une méfiance instinctive envers les technologies extraterrestres. « Mathilde » s'étonna Cassandre, « si quelqu'un doit prendre ce risque, et autant que ce soit un soldat entraîné, » expliqua-t-elle simplement. « Ma famille a péri durant les conflits énergétiques. Je n'ai rien à perdre et potentiellement tout à gagner pour l'humanité. » Le professeur Marchand s'avança également. Ma participation semble logique d'un point de vue scientifique. Mon expertise en xénoarchéologie pourrait faciliter l'interprétation du savoir transmis. L'un après l'autre, 7 autres membres de l'expédition se portèrent membres volontaires, mélange de scientifiques et militaires, chacun guidé par ses propres motivations. Curiosité intellectuelle, sens du devoir ou fascination pour l'inconnu. Cassandre pourtant hésitait. Sa symbiose partielle avec l'Ellyrium avait déjà transformé son corps et son esprit. Une évolution supplémentaire la conduirait-elle encore plus loin de son humanité ? Votre préoccupation est justifiée mais infondée. L'Aetherium n'efface pas l'individualité, il l'amplifie, connectant l'unicité de chaque conscience au réseau universel du savoir. « Comprends-tu ce que cela implique ?» demanda Cassandre à Mathilde lorsqu'elles s'isolèrent momentanément des autres. « Tu ne seras plus jamais la même. » La militaire sourit
avec une sérénité inattendue. L'étais-tu après ta transformation sur Lune? Pourtant, tu es resté essentiellement toi-même, avec une perspective élargie. Elle désigna les cristaux d'Ellyrium visibles sous la peau du cou de Cassandre. Tu as ouvert la voie, commandant, maintenant c'est notre tour d'avancer. La cérémonie de transformation débuta lorsque les 9 volontaires prirent position autour des piédestaux. Cassandre supervisait le processus, tandis que le reste de l'équipe documentait méticuleusement chaque instant de cet événement historique. Placez vos mains au-dessus des cristaux. L'éthérium réagira uniquement à une acceptation consciente et délibérée. Les volontaires s'exécutèrent. Instantanément, les cristaux s'élevèrent légèrement, émettant des filaments lumineux qui s'enroulèrent autour des bras tendus. Contrairement à l'infection incontrôlée d'Ellyrium lors de la catastrophe d'Artémis, ce processus semblait parfaitement maîtrisé, presque chorégraphié. Mathilde ferma les yeux lorsque les filaments violacés pénétrèrent dans sa combinaison sans l'endommager, fusionnant avec sa peau en motifs géométriques complexes. Son visage reflétait non pas la douleur, mais une concentration intense, comme si elle assimilait un flot d'informations ininterrompu. Le professeur Marchand, quant à lui, murmurait frénétiquement, tentant manifestement d'articuler les concepts qui inondèrent son esprit. Architecture, non euclidienne, communication supraluminique, conscience quantique distribuée. La transformation dura précisément 12 minutes. Lorsque les filaments lumineux se rétractèrent, les 9 volontaires demeurèrent immobiles pendant quelques instants, comme ajustant leur perception à une nouvelle réalité. Mathilde fut la première à ouvrir les yeux. Ses iris, autrefois bruns, arboraient désormais la même teinte violacée que l'éthérium. Des motifs cristallins délicats ornèrent sa peau exposée, formant des circuits organiques pulsant doucement. C'est indescriptible, murmura-t-elle, sa voix imperceptiblement modifiée, acquérant une qualité harmonique. Je perçois l'histoire complète des cristallins, leur évolution, leur philosophie, leur technologie. Le professeur Marchand s'anima avec une énergie renouvelée. Le réseau galactique, je peux visualiser l'intégralité de leur cartographie interstellaire. Des milliers de mondes védialiers comme celui-ci, chacun préservant un aspect spécifique de leur civilisation. Les autres transformés partageaient des révélations similaires, chacun semblant avoir accès à un domaine particulier du savoir cristallin. La transmission étant complète. Vous êtes désormais les émissaires. À travers vous, nos espèces pourront communiquer pleinement. Cassandre observait ses compagnons avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. La transformation paraissait bénéfique, mais ses implications à long terme demeuraient incertaines. Son expérience avec l'Ellyrium lui avait enseigné la prudence face aux technologies dépassant la compréhension humaine. « Quelle est la prochaine étape ?» demanda-t-elle, s'adressant directement à la conscience collective cristalline. La réponse vint non pas de l'environnement, mais de Mathilde elle-même, sa voix désormais empreinte d'une sagesse ancienne. L'éthérium doit être introduit progressivement dans notre société. Contrairement à l'Ellyrium, il ne peut être exploité comme simple ressource énergétique. Sa fonction primaire est la transmission du savoir et l'élévation consciente. Le professeur Marchand intervint, ses mouvements empreints d'une grâce nouvelle. Les cristallins ont catalogué chaque civilisation rencontrée durant leur existence multimillénaire. Nous sommes la première à avoir passé avec succès l'épreuve de l'Ellyrium, démontrant notre capacité à établir une symbiose respectueuse plutôt qu'une exploitation destructrice. Notre mission, poursuivit un autre transformé, est de préparer l'humanité au prochain stade de contact. 9 autres sites d'Ethérium existent dans notre système solaire attendant d'être activés. Cassandre assimilait ces informations, mesurant leur portée révolutionnaire. L'humanité à peine remise des bouleversements provoqués par la découverte de l'Ellyrium et la Grande Armée Glace Éternelle. Cassandre observait ses compagnons transformés avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Derrière eux, la cité cristalline pulsait désormais au rythme de leur nouvelle conscience partagée. 9 sites d'Ethérium dans notre système solaire, répéta-t-elle lentement, et l'humanité n'est pas encore remise des bouleversements causés par l'Ellyrium. Le professeur Marchand s'approcha, les motifs violacés sur sa peau brillant doucement dans la lumière tamisée. « C'est précisément pourquoi nous sommes devenus les émissaires », expliqua-t-il avec une sérénité nouvelle, pour guider cette transition progressive. Les cristallins ont connu des milliers d'espèces qui se sont autodétruites en accédant trop rapidement à des technologies qu'elles ne comprenaient pas. Mathilde, dont la posture militaire n'avait pas changé malgré sa transformation, acquiesça. L'Ethérium n'est pas simplement une ressource, commandant. C'est un réseau conscient, une bibliothèque vivante contenant le savoir accumulé pendant des millions d'années. Des images holographiques se formèrent spontanément autour d'eux, illustrant les propos des transformés. Visions de civilisations lointaines, technologies oubliées et concepts scientifiques transcendant la compréhension humaine actuelle. Notre retour sur Terre doit être soigneusement orchestré,
poursuivit un autre émissaire, le docteur Elina Kovic, astrobiologiste. Les cristallins ont élaboré un protocole d'introduction sur plusieurs décennies. Cassandre fronça les sourcils, son instinct de commandant reprenant le dessus. Le conseil de symbiose voudra des résultats immédiats. Après les investissements dans cette mission, le conseil comprendra, l'interrompit Mathilde avec une assurance tranquille. Nous possédons désormais les connaissances des liens nécessaires pour résoudre la crise énergétique terrestre sans recourir à l'exploitation massive de l'hélirium. Le professeur Marchand hocha la tête. Une application immédiate et concrète qui démontrera la valeur de notre découverte tout en nous accordant le temps nécessaire pour préparer l'humanité à une révélation plus profonde. Cassandre sentit son appréhension diminuer légèrement. La transformation de ses compagnons semblait avoir amplifié leurs meilleures qualités, la rigueur scientifique de Marchand, le pragmatisme de Mathilde, plutôt que de les effacer. Nous devrions retourner au vaisseau et informer l'Andromède, décida-t-elle finalement. La remontée vers la surface fut considérablement plus rapide que leur descente. Les émissaires semblaient être désormais capables d'activer et de contrôler intuitivement la technologie cristalline. Des plateformes antigravitationnelles se matérialisèrent pour les transporter sans effort jusqu'au dôme d'entrée. Pendant le trajet, Pascal, qui n'avait pas subi la transformation, bombardait ses collègues transformés de questions techniques. Comment fonctionnent ces plateformes? Elles défient complètement nos lois physiques. Le docteur Kovic sourit avec patience. Elles n'enfreignent pas les lois physiques. Elles exploitent maintenant simplement des principes que votre science n'a pas encore formalisés. L'éthérium manipule les champs gravitationnels locaux en créant des poches de distorsion spatio-temporelle microscopiques. Notre science, corrigea gentiment Cassandre, vous restez humaine, Elina. La scientifique transformée lui lança un regard empreint d'une sagesse nouvelle. Humaine mais évoluée, comme vous l'êtes devenue avec l'hélirium, commandant. Nous sommes le prochain chapitre de notre histoire collective. Cette réponse troubla Cassandre plus qu'elle ne voulait l'admettre. Sa propre transformation partielle avec l'hélirium lui avait conféré des capacités extraordinaires, mais elle avait toujours considéré cela comme une anomalie, un accident de parcours. L'idée que cela puisse représenter une évolution délibérée de l'espèce humaine remettait en question sa perception d'elle-même. De retour à la surface glacée de Crystalis, ils furent accueillis par une tempête de cristaux en suspension, un phénomène atmosphérique local qui n'était pas présent lors de leur descente. « Magnifique !» murmura le professeur Marchand en observant les particules scintillantes tourbillonner autour d'eux. La planète elle-même est vivante, une extension du réseau cristallin. L'Andromède signale une perturbation énergétique dans notre secteur, annonça Pascal en consultant son communicateur. Il demande confirmation de notre statut. Cassandre activa son propre communicateur et Andromède, ici commandant Vaillant. Mission accomplie, avec succès, nous avons établi un contact significatif. Préparez-vous à recevoir 9 membres de l'équipe présentant des modifications biologiques similaires aux miennes, mais plus avancées. Un silence s'ensuivit avant que la voix inquiète du capitaine Leclerc ne retentisse. Commandant, nos capteurs détectent une activité inhabituelle non seulement sur Crystalis, mais dans tout le système stellaire. Des structures cristallines émergent sur 3 lunes d'Epsilon Eridani B. Les émissaires échangèrent des regards entendus. Le réveil a commencé, expliqua Mathilde. L'activation du noyau de Crystalis a déclenché un signal vers les autres sanctuaires cristallins de ce système. Est-ce une menace? Demanda immédiatement Cassandre. Non, répondit le professeur Marchand. C'est une renaissance. Ces structures sont des balises de navigation pour le réseau galactique. Epsilon Eridani était autrefois un carrefour majeur pour les cristallins. Cassandre digéra cette information avant de répondre à l'Andromède. Capitaine, situation sous contrôle. Préparez l'équipement médical pour examiner nos émissaires à leur retour et établissez une communication cryptée directe avec le Conseil de symbiose. Priorité alpha. Le retour à bord de l'Andromède fut marqué par un mélange de fascination et d'appréhension. L'équipage observait les 9 transformés avec une curiosité non dissimulée, tandis que l'équipe médicale s'affairait autour d'eux, leurs instruments souvent incapables de fournir des lectures cohérentes. Leurs cellules semblent avoir intégré l'éthérium à un niveau quantique, expliqua le docteur Sato, médecin-chef en examinant les résultats. Contrairement à votre symbiose avec l'hélirium, commandant, qui reste principalement localisé dans certaines zones de votre corps, leur transformation est complète et homogène. Dans la salle de conférence principale, Cassandre présidait une réunion extraordinaire. Sur l'écran holographique central, les visages graves des 5 membres du conseil de symbiose attendaient son rapport. Conseillère Wong, conseiller, commença-t-elle formellement, notre mission sur Crystalis a révélé une découverte qui redéfinit notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein.
Durant les 2 heures suivantes, Cassandre détailla leur découverte, assistée par le professeur Marchand qui, malgré sa transformation, conservait son talent pour les explications claires. Les implications stupéfiantes, l'ancienneté des cristallins, leur rôle dans le placement délibéré de l'hélirium sur la Lune, l'existence de l'éthérium comme évolution technologique supérieure laissèrent le conseil dans un silence méditatif. Finalement, la conseillère Wong, présidente du conseil, prit la parole. « Votre rapport soulève des questions fondamentales pour l'avenir de l'humanité, commandant. Ces émissaires, comme vous les appelez, sont-ils toujours loyaux envers la Terre ?» La question, bien que prévisible, irrita Cassandre. Ils restent les mêmes personnes, conseillères. Leur conscience a été élargie, pas remplacée. Comme ce fut votre cas avec l'hélirium, acquiesça Wong. Cependant, l'échelle semble considérablement plus importante ici. Mathilde s'avança, son uniforme militaire contrastant étrangement avec les motifs cristallins désormais visibles sur son visage. « Madame la conseillère, je comprends vos préoccupations, mais les cristallins ne cherchent pas à nous contrôler. Ils attendent depuis des millénaires que des espèces atteignent naturellement le niveau de développement nécessaire pour recevoir leur héritage. Un test que nous sommes apparemment les premiers à réussir, intervint le conseiller Okafor, représentant du continent africain. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Le professeur Marchand sourit. Notre gestion de la crise de l'hélirium a été déterminante. Contrairement à d'autres civilisations rencontrées de par les cristallins, nous avons choisi la symbiose plutôt que l'exploitation. L'établissement du conseil de symbiose avec les Luminants a démontré notre capacité à transcender notre instinct de domination. Un silence pensif s'installa, chaque membre du conseil évaluant les implications profondes de ces révélations. Quelles sont leurs intentions concrètes ? Demanda finalement la conseillère Takashi, représentante asiatique. Un partage progressif de connaissances, répondit Cassandre. Les émissaires proposent de commencer par résoudre notre crise énergétique avec des applications immédiates dérivées de la technologie cristalline, bien moins invasive que l'extraction d'hélirium. Et les autres sites d'éthérium dans notre système solaire, s'enquit Wong, toujours pragmatique. Ils seront activés progressivement sur plusieurs décennies, expliqua Mathilde. Chaque site contient un aspect spécifique du savoir cristallin. Médecine, écologie, physique avancée, une transmission trop rapide serait dommageable pour notre développement. Le conseil débattit pendant plusieurs heures supplémentaires avant de parvenir à une décision préliminaire. L'Andromède et son équipage retourneraient sur Terre avec 2 des émissaires pour des consultations approfondies. Les 7 autres resteraient sur Crystalis pour poursuivre l'exploration et l'étude de la civilisation cristalline sous la supervision de Cassandre. Les semaines suivantes sur Crystalis révélèrent des merveilles qui dépassaient l'entendement. Les émissaires guidèrent l'équipe d'exploration à travers la cité souterraine, dévoilant progressivement ses secrets. Ces structures ne sont pas simplement architecturales, expliqua le docteur Kovic en désignant les tours spiralées. Elles sont des ordinateurs biologiques vivants, stockant et traitant l'expérience collective des cristallins. Dans une chambre particulièrement imposante, ils découvrirent ce qui semblait être un observatoire stellaire inversé, un dôme transparent révélant non pas le ciel, mais les profondeurs de l'océan souterrain. « C'est ici que réside leur conscience collective primaire », murmura Mathilde avec révérence. Sous leurs yeux émerveillés, l'océan s'illumina, révélant des formes cristallines colossales en suspension, structures organiques pulsant d'une vie ancienne et patiente. Votre compréhension progresse rapidement, résonna la pensée collective dans leur esprit. Le temps est venu de révéler notre véritable objectif. L'océan s'anima davantage, projetant une représentation tridimensionnelle de la Voie lactée. Au centre, une constellation particulière s'illumina. Le centre galactique identifia immédiatement Cassandre. Exactement, notre berceau originel, la source première de toute conscience dans cette galaxie. Le professeur Marchand s'avança fasciné. « Vous êtes originaire du bulbe galactique ? Nous sommes nés dans la lumière du trou noir supermassif que vos astronomes nomment Sagittarius A étoile. Non pas une anomalie cosmique, mais un nœud conscient du tissu même de l'univers. Cette révélation stupéfia même les émissaires. Leur symbiose avec l'éthérium ne leur avait pas encore donné accès à cette connaissance fondamentale. Les images se transformèrent, montrant une évolution accélérée des êtres de pure énergie émergeant des radiations du trou noir, puis adoptant progressivement des formes cristallines pour interagir avec le monde matériel. « Vous êtes des êtres de 5e dimension ?» murmura Cassandre, ses cristaux d'hélirium pulsant en résonance avec cette révélation. Une approximation acceptable dans vos concepts limités. Nous existons simultanément sur plusieurs plans de réalité. « Mais alors, pourquoi cette forme ?» demanda Pascal, désignant les structures cristallines. « Pourquoi pas rester des êtres d'énergie pure ? L'évolution véritable n'est pas l'abandon de la matière, mais l'harmonisation parfaite entre énergie et substance.
Les formes cristallines permettent donc cette interface. Le professeur Marchand comprit soudainement, c'est pour cela que vous avez créé l'Elyrium et l'Etherium, des ponts entre votre mode d'existence et le nôtre. Précisément. Et maintenant, nous arrivons au cœur de notre objectif. La galaxie entre dans une phase critique. Le cycle recommence. Les images holographiques montrèrent alors quelque chose d'alarmant. Des zones entières de la galaxie s'assombrissant progressivement, comme dévorées par une obscurité insidieuse. L'obscurité entre les étoiles s'éveille à nouveau, comme elle le fait tous les 100 millions d'années. L'obscurité entre les étoiles, répéta lentement Cassandre, sentant une appréhension nouvelle s'installer en elle. Une menace ? Plus qu'une menace, un antagoniste cosmique, la force opposée à la conscience dans l'équilibre universel. Les images holographiques se développèrent, révélant l'histoire d'un conflit cyclique aussi ancien que la galaxie elle-même. Les cristallins, émissaires de la conscience collective née du centre galactique, combattaient depuis des éons contre une force opposée. Une anticonscience qui se nourrissait de l'extinction des civilisations intelligentes. Un prédateur cosmique, murmura Mathilde, assimilant cette connaissance vertigineuse à travers sa connexion avec l'Etherium. Le professeur Marchand contemplait les illustrations avec une fascination mêlée d'horreur. Si je comprends correctement, vous avez ensemencé la galaxie avec des avant-postes comme Crystalis, attendant l'émergence d'espèces capables de vous rejoindre dans ce combat existentiel. Une simplification, mais essentiellement correcte. Nous ne pouvons agir directement dans le plan matériel que de façon limitée. Nous avons besoin d'alliés physiques. Cassandre sentit le poids de ces révélations s'abattre sur ses épaules. Donc, l'humanité n'est qu'un outil dans votre guerre cosmique ? La conscience collective sembla hésiter avant de répondre. Non, vous êtes bien plus. Parmi les milliers d'espèces que nous avons observées émerger puis s'éteindre, l'humanité présente un équilibre unique entre adaptabilité et empathie, entre individualité et conscience collective. Votre potentiel dépasse vos limites actuelles. Et l'Etherium est votre façon de nous préparer à ce combat ? Demanda Cassandre, sceptique. La première étape seulement. Les 9 sites d'Etherium dans votre système solaire forment ensemble une clé. Une fois tous activés, ils révéleront le Noetherium, l'ultime évolution de notre technologie symbiotique. Cette révélation surprit même les émissaires. Leurs yeux violacés s'écarquillèrent sous l'afflux de nouvelles connaissances transmises directement à leur conscience élargie. Le Noetherium, chuchota le professeur Marchand avec révérence, la fusion parfaite entre matière et énergie consciente. Quand cette obscurité atteindra-t-elle notre région galactique ? Demanda pragmatiquement Cassandre. Selon vos mesures temporelles, approximativement 3 siècles. Un instant cosmique mais suffisant pour préparer votre espèce si vous acceptez notre guidance. Cassandre médita sur ces informations bouleversantes. L'histoire humaine venait de prendre une dimension totalement inattendue. De simples civilisations planétaires découvrant l'espace interstellaire, l'humanité se retrouvait propulsée au cœur d'un conflit cosmique millénaire. Nous devons informer le Conseil, décida-t-elle finalement. Cette menace concerne l'ensemble de notre espèce. Un choix judicieux, mais rappelez-vous, l'obscurité se nourrit de peur et de division. Votre unification est essentielle. Le retour sur Terre, 2 mois plus tard, fut marqué par un accueil mitigé. Si la communauté scientifique célébrait avec enthousiasme les avancées technologiques rapportées par la mission, notamment des solutions énergétiques révolutionnaires dérivées de la technologie cristalline, les implications philosophiques et existentielles suscitaient davantage d'inquiétude. Dans l'amphithéâtre principal du Centre mondial de symbiose à Genève, Cassandre se tenait devant l'assemblée plénière des Nations Unies stellaires, flanquée des 9 émissaires. Leur apparence transformée, peau parcourue de motifs violacés, luminescents, yeux iridescents, provoquait des murmures dans l'assistance. « Distingué représentant de l'humanité », commença-t-elle, sa voix ferme, malgré l'immensité des révélations qu'elle s'apprêtait à partager. La mission Crystalis a découvert non seulement une civilisation ancienne et sa technologie, mais également notre véritable place dans l'ordre cosmique. Durant les heures qui suivirent, Cassandre et les émissaires présentèrent les connaissances acquises. L'histoire des cristallins, leur rôle de gardiens galactiques, l'existence de l'obscurité entre les étoiles et la position unique de l'humanité comme potentiel allié dans ce conflit immémorial. Certains parmi vous verront cela comme une menace, d'autres comme une opportunité divine, conclut Cassandre. Je vous demande de considérer une 3e perspective, un appel à transcender nos limitations actuelles sans perdre notre essence humaine. Le débat qui s'ensuivit fut passionné, parfois houleux. Des voix s'élevèrent contre ce qui était perçu comme une manipulation extraterrestre. D'autres saluaient l'opportunité d'une évolution guidée de l'espèce. Mathilde, dont la présence militaire imposait toujours le respect malgré sa transformation, prit la parole. « J'ai servi dans la Grande Armée pendant 23 ans.
Mon devoir a toujours été la protection de l'humanité. Cette mission n'a pas changé. L'Ethereum m'a offert une perspective élargie, mais mon cœur reste humain, ma loyauté inébranlable envers notre espèce. » Ces paroles touchèrent l'Assemblée, particulièrement les représentants militaires qui voyaient en elle une des leurs. Le professeur Marchand ajouta sa vision scientifique. L'histoire humaine est jalonnée de moments critiques où nous avons dû surmonter notre peur de l'inconnu. La découverte du feu, la maîtrise de l'agriculture, la révolution industrielle, l'ère spatiale, chaque fois nous avons choisi d'avancer malgré les risques. Aujourd'hui, nous faisons face au plus grand de ces choix. Après 3 jours de délibération intense, un consensus émergea finalement. L'humanité accepterait l'héritage cristallin, mais à ses propres conditions. L'activation des sites d'Ethereum serait progressive, strictement supervisée par une commission internationale. Chaque étape serait évaluée avant de passer à la suivante. La symbiose avec l'Ethereum resterait entièrement volontaire, offerte uniquement à ceux démontrant à la fois les capacités psychologiques et l'engagement éthique nécessaires. 5 ans plus tard, observatoire du Mont Palomar, Terre. Cassandre contemplait le ciel nocturne depuis la terrasse d'observation, ses yeux partiellement symbiotiques percevant des spectres lumineux invisibles aux humains ordinaires. Derrière elle, Mathilde attendait patiemment, son uniforme d'amiral de la nouvelle flotte interstellaire contrastant avec les motifs cristallins désormais pleinement intégrés à son apparence. « Le 4e site vient d'être activé », annonça Mathilde. Europa a répondu exactement comme prévu. Cassandre acquiesça silencieusement. Sur les 9 sites d'Ethereum dans le système solaire, 4 étaient maintenant pleinement fonctionnels. Crystalis, Titan, Charon et désormais Europa. Chaque activation avait apporté une nouvelle vague de connaissances et de technologies, soigneusement intégrées à la civilisation humaine. En 5 ans, l'humanité avait connu plus de progrès qu'au cours du siècle précédent. La crise énergétique appartenait au passé. Les premières de colonies extraterrestres s'épanouissaient sur Mars et Ganymède. Des vaisseaux d'exploration équipés de moteurs quantiques inspirés des connaissances de cristalline sillonnaient désormais les systèmes stellaires voisins. Plus important encore, l'annonce de la menace cosmique avait paradoxalement unifié l'humanité comme jamais auparavant. Face à un adversaire transcendant toutes les divisions terrestres, les nations avaient progressivement abandonné leurs conflits séculaires. Combien ont choisi la symbiose jusqu'à présent ? Demanda Cassandre, observant une constellation particulière où, selon les cristallins, l'obscurité avait récemment englouti une civilisation florissante. Presque 12 000 individus, répondit Mathilde. Le processus de sélection reste rigoureux, comme nous l'avions établi. Cassandre sourit légèrement. Le programme des émissaires, initialement controversé, était devenu l'une des voies les plus soit les plus respectées et convoitées. Scientifiques, artistes, philosophes, leaders, des êtres humains exceptionnels acceptant la transformation pour servir de pont entre l'humanité et la conscience cristalline. Le professeur Marchand est revenu de Proxima Centauri, continua Mathilde. Les structures cristallines détectées là-bas étaient bien un autre avant-poste, inactif depuis des millénaires, mais il a répondu à sa présence. Notre premier contact avec le réseau galactique, murmura Cassandre, plutôt que les cristallins ne l'avaient anticipé. Ils ont sous-estimé notre adaptabilité, l'en a répondu Mathilde avec une pointe de fierté. Même avec leur conscience millénaire, les cristallins découvrent encore des aspects surprenants de la nature humaine. Cassandre se tourna vers son ami, dont l'apparence transformée reflétait désormais pleinement sa nouvelle nature hybride. Pourtant, derrière les iris violacés, elle reconnaissait toujours la détermination et la loyauté qui avaient caractérisé la militaire depuis leur première rencontre. « Crois-tu que nous serons prêts quand l'obscurité atteindra notre secteur ?» demanda Cassandre, exprimant enfin la préoccupation qui la hantait depuis leur découverte sur Crystalis. Mathilde considéra la question avec la profondeur de perception que lui conférait l'Ethereum. « Pas en tant qu'humain, tel que nous l'étions, répondit-elle finalement, mais en tant qu'espèce évoluée, intégrant le meilleur de notre humanité avec la sagesse cristalline. Oui, je le crois, sincèrement. » Elle désigna le ciel étoilé où brillait particulièrement Epsilon Eridani, l'étoile autour de laquelle orbitait Crystalis. Les cristallins ont attendu des millions d'années pour trouver des alliés dignes de confiance. Ils ont observé d'innombrables civilisations s'élever puis s'éteindre, certaines par l'obscurité, d'autres par leurs propres limitations. Pourtant, c'est vers nous qu'ils se sont tournés en ce moment critique. Cassandre méditait sur ces paroles lorsqu'une notification discrète résonna sur son communicateur implantable. Un message du Conseil de Symbiose marqué d'une priorité absolue. Elle l'ouvrit mentalement et un sourire illumina son visage. « Le 5e site vient d'être localisé, annonça-t-elle à Mathilde, sur Sedna, aux confins du système solaire. Les pièces du puzzle s'assemblent, murmura Mathilde.
Ensemble, elles contemplèrent le ciel nocturne, où des milliers d'étoiles scintillaient, chacune potentiellement entourée de mondes abritant d'autres avant-postes cristallins, attendant patiemment d'être découverts. L'humanité n'était plus seule dans son voyage cosmique, mais désormais partie intégrante d'un réseau galactique de conscience et de résistance face à l'obscurité. Dans les profondeurs glacées de Crystalis, la cité ancienne pulsait d'une énergie renouvelée. Et quelque part, dans l'immensité entre les étoiles, l'obscurité avançait inexorablement, ignorant encore que sur une petite planète bleue, une jeune espèce se préparait à défier sa fin millénaire. Et voilà, une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin, sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.